Donc je voudrais tout d'abord vous remercier, Madame Petit, d'avoir accepté à l'invitation de Madame Berthat, notre président d'honneur, de venir parmi nous aujourd'hui. Cette conférence et puis l'ensemble de la session a été remis à plusieurs reprises, aléas de la Covid oblige, voilà, mais nous pouvons enfin la tenir en présentiel. Et donc cette première conférence en fait, elle appartient à une série de plusieurs exposés et documentaires que nous avons appelés les soins de la nature, de l'acoustique à la bioacoustique marine. En fait, l'idée était la suivante, c'est explorer les communications sonores dans les espèces animales, hommes compris, et pour aller donc des mécanismes d'audition qui vont nous être présentés aujourd'hui, comment peut-on entendre, et leur corollaire, mécanisme de surdité, que nous avons abordé, pour ensuite passer vendredi à un second exposé qui, lui, nous fera découvrir les mécanismes de production de la voix, et puis la synthèse vocale, et les applications, disons, en synthèse vocale, modification de la voix, et application en intelligence artificielle, pour en arriver à la bioacoustique, c'est-à-dire la captation des sons dans l'environnement. Et comme nous sommes évidemment dans un observatoire océanologique, on va particulièrement s'intéresser au milieu marin, pour vous montrer ce champ qui est très récent de recherche en fait de bioacoustique en mer. Comment écoute-t-on et comment analyse-t-on les sons en milieu marin. Voilà. Donc j'espère que vous nous suivrez et d'autres encore lors de ces différents exposés, qui seront également entourés de 3 documentaires présentés samedi, qui concernent la bioacoustique marine. Le premier, vous fera visiter plutôt la Méditerranée et vous amènera à la recherche de poissons invisibles, dont vous verrez celui qui se cache derrière un son qui était enregistré. Le second et le troisième qui nous montreront les communications complexes et variées des cétacés. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Pierre qui va vous présenter Madame Petit. Bon, je suis très heureux de la venue à Bagnous pour cette conférence du professeur Christine Petit, biologiste de renommée mondiale, professeure au Collège de France et directrice d'unité CERN à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie des sciences et lauréate de nombreux prix scientifiques. Alors le titre de sa conférence, vous voyez, entendre du déchiffrage des mécanismes d'audition au développement de la thérapie des surdités. Alors le mécanisme de l'audition, je connais un peu les mécanismes physiques à l'intérieur de l'oreille, mais je comprends que la science a beaucoup progressé aujourd'hui, grâce à vous en particulier, et je suis extrêmement intéressé de voir comment l'audition implique aussi des mécanismes moléculaires, spécifiques, juste dans notre cerveau, sans doute, je suppose, et j'espère apprendre beaucoup là-dessus. Autre question, je ne sais pas trop y répondre, quelle a été l'importance, vous pourrez parler de ça, de l'audition, des qualités d'audition de notre espèce, les humains, en ce sens qu'elle a sans doute permis la communication, le lien social, quelle a été son importance pour l'évolution de notre espèce et son hégémonie sur la planète aujourd'hui. Voilà, je vous cède la parole. Merci pour ces introductions. Merci, Monsieur le professeur Aberfert, pour votre invitation lors de la rencontre autour du Técabli. Et à plusieurs reprises, comme il a été dit, cette rencontre a été repoussée en raison de la Covid. Et je dois dire que c'est une vraie satisfaction pour moi que finalement elle ait lieu ce soir. Alors, originaire d'un pays de vin, je n'ai pas résisté à l'évocation de Bagnous par l'association Vignoble et Mer, comme vous le voyez ici. Alors, ce que j'aimerais
aujourd'hui, c'est partager avec vous les progrès de la connaissance réalisés dans le domaine de l'audition au cours des 3 dernières décennies. C'est un peu vague ce que je viens de dire. Plus particulièrement, son entrée dans l'ère moléculaire. Et j'ai compris à travers ce qu'a dit Albert Fert qu'il avait une forte attente au niveau des processus centraux. Alors, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que le déchiffrage des circuits neuronaux impliqués et des types de reconnaissance impliqués au niveau central est en cours. Par contre, la science n'en est pas à l'étape des mécanismes moléculaires au niveau central. Voilà. Et on verra tout à l'heure pourquoi le système est extrêmement complexe. Je ferai quelques comparaisons avec le système visuel. Voilà. Alors, donc c'est ce que j'aimerais discuter. Et puis nous verrons que c'est l'étude des surdités héréditaires et surtout la convergence avec d'autres disciplines, la biophysique, en particulier de l'organe sensoriel auditif et de la physiologie, qui a permis de faire ce bond dans la connaissance des mécanismes, et des mécanismes tout court, et des mécanismes moléculaires, qui président au traitement du son, en particulier dans l'organe sensoriel auditif, la cochlée. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous sommes arrivés à un stade de connaissance où l'on peut envisager le développement de traitement de ces atteintes auditives, de traitement des surdités. Et vous comprenez aisément, traiter les surdités jusqu'à présent, ceci a été impossible. Seules des prothèses ont été développées qui ne nécessitaient aucune connaissance moléculaire. Et ce que permet la connaissance moléculaire, c'est d'avoir recours à l'ensemble, enfin, disons, aux possibilités qu'offre la biologie, en particulier les approches pharmacologiques, peu développées encore dans notre secteur, mais la thérapie génique, puisque c'est principalement les formes héréditaires de surdité qui jusqu'ici ont été étudiées. Alors, nous verrons successivement que signifie entendre, que signifie être malentendant, quelles sont les performances du système auditif et les interrogations qu'elles suscitent, comment l'audition est-elle entrée dans l'ère moléculaire, comment ce que j'évoquais, la convergence des avancées moléculaires, biophysiques et physiologiques, c'est à partir de cette convergence, s'est construite une vision intégrée du mode de fonctionnement du système auditif au niveau périphérique, qui n'est pas simplement l'organe sensoriel auditif, mais qui comporte également son innervation. Nous verrons quels sont les apports médicaux de ces avancées et quelles sont les perspectives de traitement curatif des atteintes de l'audition. Alors voyons que signifie entendre. Entendre, c'est percevoir tout objet vibrant à une fréquence audible. Pour l'homme, entre 20 Hz et 20 kHz. Ce sens permet aussi l'analyse de scènes, la localisation des sources sonores, leur identification, leur mise en mémoire de cette identification et également l'intégration avec d'autres sens, en particulier la vision, pour obtenir une représentation multimodale de notre environnement. Alors, comme tous les autres sens, l'audition participe de la survie des espèces par la détection des proies et des prédateurs. Le monde sonore porte très peu de traces de ce passé sonore, si je puis dire, excepté d'un passé récent. Dans le domaine du vivant, il ne laisse son empreinte que par l'évolution de l'organe sensoriel auditif, puisque tout ce qui est neurones, etc., ne persiste pas, et par l'évolution de son appareil phonatoire qui produit ces sons.
Et donc, j'ai compris que la prochaine conférence serait dédiée à ces aspects. Alors, on considère que chez les vertébrés, l'audition est apparue chez les requins. C'est une audition à basse fréquence, il y a environ 440 millions d'années. L'homme fait partie des mammifères qui ont le plus large spectre de détection fréquentielle, excepté, et là aussi vous en entendrez parler, les mammifères marins comme les baleines et les dauphins. La sensibilité fréquentielle maximale de l'organe sensoriel auditif et de l'audition tout court chez les différentes espèces est particulièrement forte par rapport aux émissions sonores de ses congénères, ce qui signifie que l'audition, ce qui traduit le fait que l'audition a pour rôle majeur la communication vocale, la communication sonore vocale entre congénères. Il s'ensuit, comme je vous le disais, que l'audition va être capable de déceler des objets sonores. Différence avec la vision, elle peut les déceler en situation nocturne, et elle va progressivement se spécialiser dans cette communication interespèces qui va culminer, je vais y revenir, avec le développement du langage et de la musique. Beaucoup d'espèces communiquent par les sons, mais très peu sont capables d'apprendre des séquences sonores. Quelques espèces sont ici illustrées. Les oiseaux chanteurs, tous les oiseaux chantent, mais on réserve le terme d'oiseau chanteur aux oiseaux qui sont capables d'apprendre un chant. Sont capables également d'apprendre des séquences sonores, l'éléphant, certains rats, les chauves-souris, les baleines et bien sûr l'homme. Ceci signifie donc que, en corollaire de l'apprentissage de ces vocalisations, que l'enfant sourd profond va émettre des lalations spontanées jusqu'à l'âge de 6 à 9 mois, comme un enfant entendant. Mais on n'observera pas la transition vers l'émission de mots donc, qui progressivement vont s'organiser en langage. Alors, le langage, je ne vais bien sûr pas rentrer dans l'évolution du langage. Aujourd'hui, on considère qu'il a évolué à partir d'un proto-langage, très différent d'une langue organisée, il y a environ 2 millions d'années, et qui s'est progressivement organisé chez l'Homo sapiens il y a environ 50 000 ans. Il est à la base du lien social, et il semble que les hommes, et certains d'entre nous davantage, passent environ 20% de leur vie dans la communication, dans les échanges oraux. La musique, autre langage fondé donc sur l'audition, que Emmanuel Kant disait être le langage de l'émotion, est également à la base du lien social. Il suffit de regarder les jeunes adolescents écoutant ensemble de la musique, ils sont en véritable communication via la musique. Alors, il me semble que c'est Emmanuel Kant qui a le mieux résumé ce qu'est entendre dans une comparaison avec la vision. Ne pas voir sépare l'homme des choses, ne pas entendre sépare l'homme des autres hommes. Les performances du système auditif. Alors, ces performances sont ici résumées. Tout d'abord, il y a un seuil de détection de l'énergie acoustique qui est de l'ordre de l'énergie associée au bruit thermique, c'est-à-dire complètement minimal. Une sensibilité
à une large gamme de fréquences qui s'étend sur 3 ordres de grandeur chez l'homme, c'est-à-dire 8 à 9 octaves, une sensibilité sur une large gamme d'intensité en termes de pression acoustique sur 6 ordres de grandeur, en termes d'intensité 12 ordres de grandeur. En revanche, une faible discrimination en intensité entre deux sons. Nous ne sommes capables de distinguer l'intensité de deux sons que s'ils diffèrent d'au moins 10%. Une discrimination fréquentielle extrême pour l'oreille et le cerveau jeune, jusqu'à 1 millième. Une discrimination temporelle entre deux sons, c'est-à-dire faire la différence, quelle est la durée qui vous permet de dire que deux sons n'ont pas la même durée. Eh bien, ce sont deux sons qui diffèrent de 2 à 3 millisecondes. Le pouvoir séparateur entre deux sons, pour qu'ils soient perçus comme distincts et non fusionnés, est de 25 à 50 millisecondes. Quant à la discrimination spatiale, la localisation de la source sonore dans l'espace, dans le plan horizontal, elle est de 2 degrés. Donc, voici ce que l'on sait des caractéristiques générales de l'audition chez l'homme. Nous passons maintenant à un schéma qui représente le système auditif dans une version extrêmement simplifiée. En périphérie, vous avez l'oreille externe qui collecte les sons, la chaîne des 3 ossicules de l'oreille moyenne qui va transmettre les vibrations sonores, à l'oreille interne qui est composée de l'organe sensoriel auditif, la cochlée, c'est-à-dire que ces vibrations sont transférées à un milieu liquide. À partir dans la cochlée, s'effectue un traitement fréquentiel et temporel extrêmement fin des messages auditifs. Il y a 2 types de cellules sensorielles, nous y reviendrons. Seules les cellules sensorielles internes dialoguent avec le cerveau. Après avoir traité le son, elles envoient un influx nerveux qui va ensuite de ça gagner le tronc cérébral, puis les différents relais jusqu'au cortex auditif primaire. Rien à voir avec le système visuel. Le système visuel est, lui, infiniment plus simple quelque part, parce que l'ensemble du traitement est concentré au niveau de la rétine en plusieurs étapes, alors qu'ici, vous n'avez dans la cochlée qu'un seul relais synaptique. En revanche, en sortie de rétine, vous avez directement une projection sur le thalamus. Ici, ce sont plus de 20 relais qui existent tout le long du système, avec en particulier, vous noterez, les relais croisés qui indiquent que l'information qui vient de l'oreille droite et gauche est en permanence comparée. Alors, les caractéristiques de ce système, c'est sa précision temporelle extrême. Il est capable de distinguer avec une précision de l'ordre de 12 microsecondes. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on a pu arriver à cette conclusion. Et il y a un taux de décharge des neurones auditifs, ici en bleu, qui est considérable, qui atteint 1 kHz au début de l'exposition au son. Alors, ceci sous-tend 2 types. Il va falloir expliquer à travers les propriétés du système qui rendent compte de cette extrême précision temporelle et comprendre à quoi servent ces décharges de neurones auditifs qui doivent avoir une précision temporelle extrêmement élevée et être extrêmement active. Alors, je reviens tout de suite sur cet aspect temporel. La beauté de ce système,
Et le fait que si on s'intéresse aux décharges en termes de potentiel d'action sur les neurones auditifs et enregistré lors de la présentation d'un son pur, vous voyez que les décharges sont systématiquement placées au même endroit de la sinusoïde sonore. Donc vous avez une précision extrêmement forte, pour autant, il n'y a pas décharge systématique dès que on traverse une vague sonore. Mais l'ensemble sur les différents neurones va pouvoir reproduire la vague sonore dans son entièreté. Donc cette synchronisation, c'est bien un élément fondamental du fonctionnement de la cochlée. Si vous vous représentez la cochlée comme répondant de 2 Hz à 2 kHz, dans la réponse aux basses fréquences, c'est une réponse purement temporelle qui va coder au niveau des neurones auditifs la fréquence du son. Au-delà d'environ 4 à 7 kHz, c'est complètement un autre type de cochlée. Les fréquences sont représentées par leur position dans la cochlée. C'est vrai aussi pour les fréquences basses, mais toute l'information qui va être transmise au cerveau pour cette partie de la cochlée est une information de position. Alors, autre caractéristique de ce système, d'un bout à l'autre du système auditif, tout est interprété au sein de cartes fréquentielles. C'est-à-dire que, et nous le reverrons pour la cochlée, mais c'est représenté ici, voilà, typiquement enroulé en 2 tours et demi de spire, avec les basses fréquences analysées à l'apex et les hautes fréquences analysées à la base de la cochlée. Donc, dès la cochlée, je vous le disais, on a affaire à une sorte de piano, mais à tous les relais, on a une information fréquentielle, on a une correspondance entre le neurone afférent et le neurone issu donc de la synapse, qui s'inscrit dans une carte fréquentielle que l'on appelle carte tonotopique. Alors j'ai parlé de 25 relais, ça veut dire autant de cartes tonotopiques. Autre caractéristique dont on a pris conscience assez récemment. Le système auditif fonctionnant jour et nuit est un système extrêmement actif, il consomme une quantité d'énergie considérable. Il est donc, je dirais, très bien vascularisé. Vous reconnaissez peut-être ici la forme, la structure de la cochlée enroulée en 2 tours et demi de spire, et ce que vous voyez, ce sont toutes ces branches vasculaires qui ne laissent pratiquement, enfin, qui couvrent l'ensemble de la cochlée. Si maintenant on s'intéresse au système auditif central, c'est-à-dire nous sommes passés de la cochlée aux neurones auditifs qui font synapse avec les cellules sensorielles, les internes. On s'intéresse maintenant aux différentes structures dans le tronc cérébral, puis le colliculus inférieur, structures auditives qui comportent ces cartes tonotopiques. Elles sont particulièrement vascularisées. Même chose au niveau du cortex auditif primaire, dit A1. Donc un système qui nécessite beaucoup d'énergie et qui va nécessiter donc une vasculature très dense et qui va lui conférer aussi, avec l'âge, une certaine vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'être malentendant ? Ce que l'on peut dire, c'est qu'un nombre considérable de personnes sont affectées par des pertes de l'audition. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 450 millions de personnes à travers le monde souffrent d'une perte auditive invalidante
qui nécessitent une réhabilitation. Les atteintes auditives constituent en réalité le déficit neurosensoriel, là je ne vous parle pas de l'oreille moyenne, de l'oreille externe, de loin le plus fréquent. L'OMS a pointé le fait que plus d'1 milliard de jeunes entre 12 et 35 ans sont exposés au risque de perte auditive en raison de la surexposition sonore, principalement dans le cadre récréatif qui est bien moins contrôlé que le cadre professionnel. Avant 2050, toujours selon l'OMS, plus de 700 millions de personnes souffriront d'atteintes auditives, pour la plupart liées à l'âge, que l'on appelle presbyacousie, en cause, bien sûr, le vieillissement de la population, mais l'hyperexposition au bruit, principalement dans les mégapoles surpeuplées des pays en voie de développement. Les conséquences. Pour les surdités sévères, que jusqu'ici on ne n'identifie que par le seuil auditif, j'aurai l'occasion de revenir sur cet examen, dont la pauvreté est considérable. C'est un peu comme si on vous mettait face à vous, en quelque sorte, une source lumineuse, et puis on disait, vous voyez pas, c'est à peu près ça le seuil auditif. Et donc, pour les surdités classées sévères sur la base du seuil auditif, ce que l'on peut dire, c'est que les enfants sourds profonds à la naissance, comme je vous l'ai dit, ne peuvent acquérir spontanément le langage. Ultérieurement, ils sont confrontés à de sérieuses difficultés dans les apprentissages scolaires, malgré les efforts, en particulier dans le cadre de l'inclusion qui sont faits. La scolarité de l'enfant malentendant en France reste difficile. Les jeunes adultes qui deviennent sourds perdent le lien social avec leur entourage, et cet isolement social conduit souvent à une dépression. Et ces personnes rencontrent des difficultés importantes d'insertion professionnelle. Quant aux adultes qui perdent l'audition, ils sont confrontés bien sûr à l'isolement social et deviennent rapidement dépendants lorsqu'ils vieillissent, et surtout, mauvaise découverte, je ne vous montrerai pas ces images, de lieux sonores aussi bien en Inde qu'au Vietnam ou au Nigeria. Mauvaise nouvelle, pointée il y a une dizaine d'années, c'est le fait que l'apparition d'une surdité neurosensorielle à un âge moyen de la vie, 40 ou 50 ans, est un facteur de perte de fonction cognitive, et il y a plus. Cette étude reprise, mais dans le cadre des facteurs de prédisposition à la démence, a montré que si on s'intéresse aux facteurs de risque qui pourraient être corrigés, 9% des personnes atteintes sont des personnes malentendantes. C'est pour cela qu'un programme a été développé au niveau gouvernemental pour inciter les personnes malentendantes à s'appareiller. C'est sur cet élément, c'est-à-dire le risque de démence, la perte d'autonomie, que ceci a été décidé. Alors, bien sûr, j'évoquerai Beethoven. C'était son témoignage vraiment poignant dans le testament d'Heiligenstadt. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant pour nous, on ignore toujours quelle est la cause de sa surdité, qui est apparue précocement. Mais ce qui est remarquable, c'est le fait qu'on peut continuer de composer sans avoir l'audition, c'est-à-dire sans pouvoir écouter ce que l'on a composé. Ceci avait été souligné aussi par Berlioz. La composition musicale est une composition qui fait appel à une architecture strictement cérébrale. En tout cas, elle peut n'être que cérébrale. Alors maintenant, quelles sont les performances du système auditif et les interrogations
qu'elle suscite. Alors, un clin d'œil aux physiciens de l'audience. Vous avez ici représenté donc quelques grands noms de physiciens qui ont contribué à proposer, à élaborer des hypothèses qui se sont avérées pour la plupart exactes sur le mode de fonctionnement du système auditif. On doit à Georg Simon Ohm, l'homme des lois de l'électricité, d'avoir proposé le fait que l'oreille, il ne s'agissait pas de cochlée, mais l'oreille à l'époque, travaille, décompose les sons complexes à la façon du théorème de Fourier. Certains pensent que les lois d'électricité, je laisse les physiciens en juger, sont des approximations, alors que cette hypothèse est vraiment une hypothèse puissante et vérifiée. Ensuite, Hermann von Helmholtz, qui a proposé la théorie de la résonance, c'est-à-dire que la cochlée, on est maintenant sur la cochlée, comporte des résonateurs internes qui lui font répondre à une fréquence donnée. C'est une suite de résonateurs que seraient les cellules sensorielles. Bon, c'est ce qu'on pense aujourd'hui, mais à l'époque, on pensait plutôt à une structure de type fibrillaire. Ensuite, Lord Rayleigh, autre grand nom de la physique, c'est lui qui a trouvé comment l'homme localise dans l'espace la source sonore dans le plan horizontal. Il s'est aperçu donc que l'angle minimal qu'il pouvait détecter est de 2 degrés et il a postulé le fait que c'est le délai du son d'arriver à une oreille versus l'autre, identique si la source sonore est complètement centrale par rapport au nez, au centre du visage, versus qui prend une valeur positive ou négative selon que la source se déplace d'un côté ou de l'autre. Et son calcul, là, c'est lui qui a conclu que le système auditif était capable de déceler un délai dans ces expériences de localisation de la source sonore, en fait par des détecteurs de coïncidence qui reçoivent l'information venant de l'une et l'autre oreille, un délai entre les deux informations de 12 microsecondes. Von Békézy, c'est l'homme qui a vu la vague, j'y reviendrai, sonore qui se propage dans la cochlée, et Thomas Gold, c'est un astrophysicien qui a élaboré l'hypothèse extrêmement puissante fondée sur la remarque suivante: comment la cochlée, qui est remplie de liquide, est capable de déceler des sons d'une si faible intensité. Et il a alors élaboré l'hypothèse qu'il existe à l'intérieur de la cochlée un mécanisme qui doit amplifier le son qui lui parvient. Ceci a été démontré aujourd'hui. On connaît ce qu'est l'amplificateur. Quand il a publié en 1948 son hypothèse, elle n'a eu aucun écho. Il est revenu à l'astrophysique. Alors, comment l'ensemble fonctionne? Vous voyez ici l'oreille interne, avec donc sa cochlée, qui est en réalité, si vous faites une section, composée de 3 tubes remplis de liquide. Le tube central contient le neuroépithélium, c'est-à-dire l'épithélium sensoriel qui abrite les cellules sensorielles qui vont traiter le son. Et donc, lors du mouvement de la vibration du dernier des osselets de l'oreille moyenne, on va avoir transfert de l'énergie acoustique dans ce tube central et ceci va générer une vague qui se propage le long de cette membrane que l'on appelle membrane basilaire sur laquelle se situe le neuroépithélium auditif. Alors vous allez le voir ici à nouveau, vous voyez la vague qui se propage et ce qui est représenté ici,
c'est cette membrane basilaire. Alors on peut vraiment dire que l'oreille c'est un chef-d'œuvre de la mécanique, vous allez voir pourquoi. Cette membrane, elle est rigide, épaisse et étroite à la base, là où sont analysées les hautes fréquences. Elle est souple, large et mince à l'apex. Donc ce sont ces produits, ces propriétés biophysiques qui font que la vague sonore va entraîner ce déplacement de la membrane basilaire avec, en quelque sorte, un écroulement du pic qui va se situer à un endroit donné sur la membrane basilaire, endroit qui est corrélé avec la fréquence sonore incidente. Alors là, je vous représente les choses pour une fréquence, un son pur. Ici, vous voyez une cochlée, ce n'est pas une cochlée humaine, c'est une cochlée de cochon d'Inde. Autour, vous avez donc les cellules sensorielles, j'y reviendrai. En bas, schématisé, l'onde qui se propage et va en quelque sorte s'écrouler à un moment donné. Et vous voyez, là, elle atteint son pic maximum. Elle va pouvoir stimuler les cellules sensorielles qui sont situées au-dessus de la membrane basilaire pour une fréquence donnée. De ce fait, on représente la cochlée sous la forme de ce piano dans lequel, à nouveau, vous voyez les basses fréquences analysées à l'apex de la cochlée, les hautes à la base, et chaque octave est en fait, couvre exactement la même longueur de cochlée. Alors, ça serait trop simple si c'était ça. Non. L'organe est extrêmement sophistiqué. Toutes les cellules sensorielles sont différentes les unes des autres. Aucun organe n'est semblable. Aucun organe n'a des propriétés de ce type. Les cellules sensorielles ont des longueurs, une rigidité de la touffe ciliaire, un équipement en termes de canaux qui fait qu'elles sont en quelque sorte accordées, elles aussi, en fréquence. Donc aujourd'hui, si on veut comprendre comment se développe la cochlée, comment elle fonctionne, il faut trouver quelque part la clé qui va rendre compte d'un gradient continu de propriétés sur tout ce que comporte la cochlée. La membrane basilaire, les cellules sensorielles, là une autre membrane qui couvre la cochlée, sur laquelle je reviendrai, que l'on appelle membrane pectorale. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est cette représentation de l'analyse par la cochlée, cette fois-ci d'un son complexe. On va voir la cochlée qui va se dérouler. Vous allez voir d'abord sa base mince, puis son apex plus large. Si tout va bien, vous allez entendre des sons purs d'abord. Donc sur cette membrane basilaire, des formations en fonction de la fréquence. Les trois jouer en même temps. Voilà, la toccata de Bach, jouée par la cochlée. Alors maintenant, nous allons rentrer dans un aspect un tout petit peu plus biologique et je vais vous présenter un peu ce qu'est ce neuroépithélium, ce qu'est la structure. Ici, à nouveau, la section de la cochlée, on ne voit que deux tubes parce que vous voyez que la partie verte subit une déchirure, d'accord, mais vous auriez normalement trois compartiments avec ici le neuroépithélium. Et maintenant, vous avez les cellules ciliées, les cellules sensorielles qui sont dites ciliées, coiffées d'un ensemble de microvillosités qui forment ce que l'on appelle la touffe ciliaire. C'est la touffe ciliaire qui répond au son. Ici, les cellules ciliées internes organisées en une rangée,
Là, les cellules ciliées externes organisées en 3 rangées. Je vous ai déjà dit que la cellule ciliée interne était la seule à libérer un neurotransmetteur et à faire naître un influx nerveux sur les neurones auditifs. Et les cellules ciliées externes. Voici maintenant les cellules sensorielles isolées, leur corps ici, et les touffes ciliaires remplies d'actine colorées en rouge. Ouvrons une cochlée. Eh bien, vous voyez, ce que vous voyez au premier plan, ce sont ces touffes ciliaires faites de microvillosités rigides. Ici, celle des 3 rangées de cellules ciliées externes, ici, celle de la cellule ciliée interne. Et vous noterez peut-être les empreintes des cellules ciliées externes qui sont associées à cette autre membrane que l'on appelle membrane tectoriale, dont les propriétés sont également continuellement variables de la base à l'apex de la cochlée. Participe à nouveau de cette analyse fréquentielle la touffe ciliaire elle-même. La réponse aux basses fréquences implique les touffes ciliaires des cellules sensorielles qui sont à la fois souples et dont les éléments que l'on appelle stéréociles sont en nombre plus faible, et les hautes fréquences, au contraire, correspondent à des microvillosités extrêmement rigides et courtes. Si vous faites une section de ces stéréociles, vous voyez qu'ils sont remplis de filaments d'actine. Alors, pour résumer, le traitement du son dans la cochlée fait tout d'abord une transduction, c'est-à-dire que la cellule sensorielle auditive, comme toute cellule sensorielle, va convertir l'énergie de la stimulation sonore, ici donc une stimulation mécanique, en un message électrique, la libération du neurotransmetteur qui donnera un message électrique sur les neurones auditifs. Elle opère l'analyse fréquentielle, comme je vous ai montré tout à l'heure, analyse de type décomposition de Fourier. Elle possède un amplificateur, et pas n'importe lequel. C'est un amplificateur non linéaire. Plus le son est faible, plus il est amplifié. Et si le son incident atteint 60 décibels, il n'y a plus d'amplification. Elle génère également des distorsions acoustiques et un masquage suppressif. Je ne vais pas commenter ce point. Si on s'intéresse maintenant à la cellule ciliée interne, son seul rôle, c'est la transduction, la conversion du signal acoustique en libération du neurotransmetteur. La cellule ciliée externe en 3 rangées, elle, opère aussi la transduction. Elle n'envoie pas de message au cerveau. Alors que fait-elle? Eh bien, elle est à l'origine de l'amplification par cet amplificateur non linéaire. Elle va participer à l'analyse fréquentielle parce qu'elle localise l'amplification à une fréquence donnée. Elle participe à la génération des distorsions acoustiques et d'un certain type de masquage. Alors nous allons maintenant passer à comment l'audition est-elle entrée dans l'air moléculaire. Si je devais résumer ce que je vous ai dit, la cochlée et son innervation, c'est une magnifique mécanique de haute précision dans un dispositif miniaturisé. Alors que la rétine contient 100 millions de cellules photoréceptrices, vous entendez par seulement quelques milliers de cellules sensorielles auditives. Les vraies cellules sensorielles auditives, les cellules ciliées internes, celles qui parlent au cerveau, ne sont au nombre que de quelques milliers. Ce qui signifie qu'il y a là un obstacle majeur pour s'approcher des mécanismes moléculaires. Il y a bien longtemps que des approches biochimiques ont été développées au niveau de la rétine, avec 100 millions de cellules photoréceptrices, que la cascade dite de phototransduction, qui va du photon jusqu'à la libération du neurotransmetteur, a été
en quelque sorte élucidé, au moins dans les grandes lignes. Ici, rien de pareil. Dans les années 90, tandis que se précise la neuromécanique cochléaire, la physiologie, nous n'avons aucune donnée moléculaire. Et donc, ce que je discuterai tout à l'heure, c'est la vulnérabilité. C'est dans cette position que nous avons pensé que nous pourrions accéder aux molécules qui jouent un rôle critique au sein du système auditif et plus particulièrement dans la cochlée, en nous intéressant, en essayant d'identifier les gènes responsables de surdité chez l'homme. La démarche génétique a une efficacité qui est totalement indépendante du nombre de cellules impliquées dans le processus que vous voulez étudier ou du nombre de molécules. Il n'y aurait qu'une cellule avec une molécule, l'ensemble joue un rôle critique, vous pouvez identifier le gène qui code pour cette molécule. Et à partir de là, on peut essayer de comprendre quel est le rôle de cette protéine, pourquoi, en l'absence de cette protéine, la transduction auditive, par exemple, est défaillante. Alors, on distingue plusieurs, c'est très schématique ce que je vais dire, plusieurs types d'atteintes. Les atteintes monogéniques, c'est-à-dire celles qui sont dues à un seul gène, et puis des situations plus complexes dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Donc, nous nous sommes dit que si nous pouvions être capables d'identifier les gènes responsables de surdité, alors nous aurions quelques éléments clés, en quelque sorte, pour nous approcher des mécanismes moléculaires de l'émission. On peut se poser la question, pourquoi ceci n'avait pas été fait jusque-là? Eh bien, pour des raisons, me semble-t-il, de nature culturelle. Les malentendants vont dans les mêmes écoles, souvent ils s'unissent entre eux, en particulier les personnes sourdes profondes, et de fait, dans les familles qu'ils forment, vont être transmis des gènes responsables de surdité venant du père ou venant de la mère, et comme la clinique, disons, tous les aspects médicaux pour diagnostiquer une surdité jusqu'ici étaient totalement rudimentaires, il était impossible de savoir si le gène dont on voulait suivre la transmission était transmis chez tel enfant versus tel autre. Alors nous nous sommes dit que si nous pouvions travailler dans des isolats géographiques, comme ces isolats géographiques sont en règle générale fondés par un petit nombre de personnes, si certaines étaient malentendantes, alors nous serions dans une situation dans laquelle nous aurions affaire, dans une famille donnée, à la transmission d'un seul gène. Et je dois dire que c'est ce qui a en réalité ouvert complètement le champ, l'ère moléculaire en ce qui concerne le système auditif. Ce fut en fait une aventure, je dirais, autant humaine que scientifique quelque part, puisque ce que nous avons fait, c'est de contacter des collègues et des ORL vivant dans des pays autour du bassin méditerranéen où existent des isolats géographiques, une consanguinité forte, je ne veux pas entrer dans les détails, c'est-à-dire une situation dans laquelle nous pouvions espérer identifier les gènes responsables de surdité. Ici, nous sommes dans le sud tunisien et vous voyez ici des familles rassemblées. J'ose à peine dire qu'à l'époque, nous n'avions pas d'audiomètre. Donc, comment est-ce que nous avons travaillé? Les enfants sourds profonds étaient muets. Donc, et jamais nous avons été pris en défaut sur ce critère pour tracer des arbres généalogiques. Alors vous voyez les arbres qui ont été tracés ici par une collègue tunisienne qui indiquent, par les branches qui se croisent, les consanguinités absolument extrêmes. Nous avons ainsi localisé le premier gène responsable de surdité sur les chromosomes humains et à partir de là, s'est engagé dans plusieurs laboratoires la recherche des gènes humains. Aujourd'hui, nous sommes passés d'une situation dans laquelle on parlait de surdité neurosensorielle, indistinctement, à la description de
de près de 140 formes de surdité qui impliquent des gènes distincts. Alors, très bien, nous avons ces gènes. Je vous ai dit que les examens médicaux pour explorer l'audition chez l'homme, à part le seuil dont on reparlera, sont extrêmement rudimentaires. Contrairement à l'œil que l'on peut observer directement, pas moyen de regarder au sein d'une cochlée. Par conséquent, la seule option possible était de générer des modèles animaux, des modèles murins de ces surdités. Chance, je dirais, tous les modèles que nous avons générés, dans lesquels nous avons inactivé le même gène que celui qui était responsable de surdité chez l'homme, se sont révélés, à l'exception d'un, conduire à des surdités chez la souris. Là a commencé un travail multidisciplinaire qui impliquait à la fois une analyse histologique, la localisation des protéines que vous voyez ici sur la touffe ciliaire, puis des expériences d'électrophysiologie pour enregistrer les réponses des différents relais cérébraux, les réponses électriques. Puis on pouvait extraire de la cochlée des cellules sensorielles et en activant, en fléchissant la touffe ciliaire, reproduire la stimulation sonore et obtenir une dépolarisation de cette cellule sensorielle, et jusqu'à bien sûr l'analyse biochimique des structures 3D, 3 tridimensionnelles et des complexes moléculaires. Alors à travers un exemple, je vais illustrer le fait que plutôt que de faire du pas à pas, c'est-à-dire de prendre chaque forme de surdité, le modèle animal et de voir jusqu'où on pouvait aller, on a essayé de regrouper les modèles animaux. Et la première initiative que nous avons eue, c'est de nous intéresser à une surdité qui est liée à une cécité et qu'on appelle le syndrome de Usher. C'est évidemment un handicap très sérieux. Et ce que nous avons développé comme hypothèse, c'est que vraisemblablement, si plusieurs gènes, lorsqu'ils sont défectueux, un à un, conduisent à l'association d'une surdité profonde et d'une anomalie rétinienne de type rétinopathie pigmentaire, vraisemblablement, ils étaient impliqués dans un même processus. Donc nous avons étudié en parallèle les 6 gènes dont nous avons identifié 4, responsables du syndrome de Usher de type 1. Dans les modèles animaux, nous avons observé ici la touffe ciliaire normale, je cherche la normale, vous l'avez qu'en gros, d'une souris. Ici, les 4 des formes, des atteintes du syndrome de Usher de type 1, ici qui implique 4 gènes différents. Vous voyez que la touffe ciliaire est totalement éclatée. Elle a perdu sa régularité que vous voyez tout à l'heure au sein de la cochlée ouverte, ce qui était en faveur de l'idée que ces différentes molécules interagissaient les unes avec les autres. Nous avons pu voir que ces 2 molécules d'adhésion forment des liens fibreux qui unissent les composants unitaires de la touffe ciliaire, donc les stéréociles, entre eux et au cil qui est présent dans la touffe ciliaire durant son développement. Alors se poser la question, mais très bien, nous avons l'idée d'un complexe moléculaire indispensable à la formation d'une touffe ciliaire normale. Mais après tout, ce complexe moléculaire a peut-être, au-delà de cette étape embryonnaire, un autre rôle. Le rôle possible était bien sûr un rôle dans la mécanotransduction parce que l'on savait qu'il existe un lien apical, alors que vous voyez ici, qui solidarise le sommet des stéréociles aux côtés du stéréocyle adjacent plus long. Ici sont représentés uniquement un stéréocyle par rangée de la touffe ciliaire. Lorsqu'une tension est créée sous l'effet de la stimulation sonore, le canal ionique ici s'ouvre, laissant passer des cations
qui dépolarisent la cellule. Mais comment explorer un rôle possible dans la mécanotransduction si d'emblée cette touffe ciliaire en formation est totalement éclatée? Ceci est strictement impossible. On ne peut pas accorder la moindre valeur à des mesures physiologiques qui seraient faites sur une touffe ciliaire désorganisée. Donc nous avons développé ce que l'on appelle des inactivations conditionnelles. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que la touffe ciliaire se développe normalement chez ces animaux mutants, mais que seulement secondairement, le gène qui nous intéresse soit délété. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Vous pouvez voir ici, par exemple, on reverra, enfin, la touffe ciliaire est véritablement normale. Et ensuite, nous allons mesurer sur cette touffe ciliaire le courant de mécanotransduction par une approche mise au point par les physiologistes et qui est relativement classique et qui consiste, comme je vous le disais, avec une pipette à incliner la touffe ciliaire, comme le ferait le son, et enregistrer le courant de mécanotransduction qui donne la probabilité d'ouverture du canal en fonction du déplacement de cette touffe ciliaire qui suit une sigmoïde et dont on peut mesurer qui permet de mesurer la sensibilité du canal de mécanotransduction, sensibilité globale en réalité de la touffe ciliaire. Alors je continue avec un exemple dans lequel nous avons montré qu'un des gènes responsables du syndrome de Usher, qui conduisait lorsqu'il était absent véritablement à l'éclatement de la touffe ciliaire, était bien appliqué dans la mécanotransduction. Voilà, on procède à une inactivation conditionnelle et vous voyez que la touffe ciliaire se forme normalement. Ultérieurement, on obtient la délétion du gène, de ce gène Usher1 qui code pour la protéine sens. Que voit-on? La sensibilité de la touffe ciliaire est normale. Les paramètres d'adaptation du courant sont normaux. Mais si on s'intéresse à l'amplitude du courant de mécanotransduction, ici chez les souris normales, là chez les souris dont le gène qui code pour sens a été inactivé de façon conditionnelle, l'amplitude est plus faible. Eh bien, qu'allez-vous conclure? Première hypothèse, eh bien, cette molécule sert à maintenir le canal de mécanotransduction. Et c'est ce que nous avons pu montrer. Au total, on peut dire que tout ce que l'on sait aujourd'hui de la mécanotransduction auditive dans ces mécanismes moléculaires a été obtenu par la voie génétique à laquelle il a fallu associer des expériences du type de celles que je viens de mentionner pour contourner des effets précoces qui sont souvent associés à des effets tardifs. Alors, ceci veut résumer ce que l'on sait aujourd'hui des 130 formes de surdité pour lesquelles le gène a été identifié. Grâce à ces modèles murins des surdités, on a pu les classer en différentes catégories qui tantôt se rapportent à la structure, anomalie de la touffe ciliaire, anomalie de la mécanotransduction que je viens de discuter, anomalie de la synapse des cellules ciliaires internes, anomalie de la jonction entre les cellules sensorielles et les cellules voisines qui les supportent, parce que cette jonction doit être particulièrement résiliente pour soutenir la stimulation sonore. Ces matrices extracellulaires, la membrane basilaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, la membrane pectoriale, et puis des mécanismes plus généraux, l'homéostasie ionique qui est absolument critique pour le fonctionnement de l'organe, en particulier l'homéostasie potassique. L'organe fonctionne, comme je vous l'ai dit, à plein régime, donc il est très sensible à tout ce qui altère les mécanismes d'oxydoréduction. Enfin, certains mécanismes qui contrôlent la régulation transcriptionnelle et d'autres qui n'ont pas encore été déchiffrés. Alors,
j'en viens maintenant à... quels sont les apports médicaux de ces avancées? Alors, le premier de ces apports, c'est le fait qu'aujourd'hui, le conseil génétique existe dans la plupart des hôpitaux. Il existe, y compris dans certains pays développés, en voie de développement, dans lesquels la consanguinité est forte et donc le risque d'atteinte est très élevé. 2 parents vont entendre normalement et ont un risque d'avoir des enfants qui seront malentendants. Donc le diagnostic moléculaire qui recherche des anomalies dans les 130 gènes que j'ai tout à l'heure mentionnés s'est développé, ce qui permet d'informer les familles sur le risque de récurrence de la surdité pour les enfants à venir. La prévention de la surdité induite par certains médicaments est possible. Par exemple, lorsque l'on fait aujourd'hui des essais cliniques qui impliquent les aminoglycosides, pour lesquels il existe des surdités liées aux aminoglycosides, des mutations mitochondriales qui prédisposent à la surdité en présence d'aminoglycosides, les diagnostics sont mis en place pour exclure les personnes qui pourraient développer une surdité dans ces tests. Je vous le disais tout à l'heure, la signification du seuil auditif, l'examen que vous passez régulièrement chez un ORL et qui va consister à vous présenter des sons d'intensité croissante jusqu'au moment où vous allez dire « j'entends » et bien sûr de fréquences différentes. Et bien sûr de fréquences différentes. Alors, cette signification a été largement amendée. Pourquoi? Vous pouvez avoir un seuil auditif parfaitement normal et être malentendant. Parce que le seuil ne dit rien de votre intelligibilité du message. Et ce qui a été découvert, c'est l'existence de ce que l'on appelle des atteintes neuronales, des atteintes des neurones auditifs, dont je vous ai montré tout à l'heure qu'ils fonctionnent, qu'ils déchargent en pleine synchronie avec le son. Cette synchronie est indispensable à l'intelligibilité de la parole. Donc tout ce qui va modifier cette synchronie, par exemple, vous savez que les neurones sont enroulés dans des gaines de myéline qui sécurisent en quelque sorte la conduction. Eh bien, si vous avez ce type d'atteinte, vous avez ce que l'on appelle une neuropathie, et typiquement, c'est « docteur, je vous entends, je ne vous comprends pas ». Et là, donc, un seuil normal, mais une intelligibilité de la voix qui ne suit pas. Et puis, on s'est aperçu, sur la base du seuil auditif, vous allez comprendre, c'est assez amusant, je trouve, qu'il y avait des surdités cachées. Une cellule sensorielle auditive, comme la cellule ciliée interne, est innervée par une dizaine de neurones. Le système est extrêmement bien fait. Ces neurones ont des seuils auditifs distincts. Certains répondent à des basses intensités, d'autres à des intensités moyennes, et d'autres seulement à des intensités fortes. Eh bien, que s'est-on aperçu? On s'est aperçu du fait que vous pouvez avoir un seuil auditif normal. Pourquoi? Parce que vos neurones qui répondent à des sons faibles sont fonctionnels, et en fait, avoir des vrais problèmes d'audition, en particulier dans le bruit, parce que vos neurones qui répondent à des seuils et à des intensités sonores élevées ne fonctionnent plus. Donc on voit que c'est tout un ensemble de choses qui sont aujourd'hui qui bougent. Il y a une réinterprétation d'autres examens classiques, comme par exemple les produits de distorsion acoustique, que l'on approximait dans l'interprétation un défaut d'amplification quand on ne les trouve pas, et qui servent aussi de test néonatal pour la détection néonatale de la surdité. Eh bien, il y a d'autres explications quand ce test est pris en défaut. Enfin, la prise en charge des patients doit devenir de plus en plus adaptée, et en perspective, ce que se profile, c'est la mise en place d'un parcours de soins, et puis surtout le développement de thérapies des surdités.
Alors, je vais conclure en vous présentant Shakespeare, votre récit, Monsieur Guérin de la surdité. Alors, il faut savoir que s'il n'y a pas de traitement curatif de la surdité, il existe des prothèses. Alors, les prothèses, eh bien, l'invention de la prothèse auditive a été faite en France. Elle a été faite par l'association d'un ORL et d'un physicien, qui ont été les premiers à rapporter dans cette communication à l'Académie des sciences en 1957 le fait que lorsqu'ils introduisaient une électrode à proximité, enfin, disons, à proximité du nerf auditif, il y avait perception par le patient qui n'entendait plus du tout de son. C'était très rudimentaire, mais ceci a été le début de ce qui s'est traduit in fine par l'implantation cochléaire. L'implantation cochléaire, qu'est-ce que c'est? L'implantation cochléaire, c'est le fait que vous allez introduire une stimulation directe des neurones auditifs. Donc vous avez un traitement dans un boîtier externe par un processeur vocal du son que vous recevez et qui va être décodé, et ce décodage va être transmis par une porteuse, va être en quelque sorte déchiffré au niveau intracrânien, et les différentes informations électriques vont être délivrées à des électrodes qui sont placées tout le long, tout autour de la cochlée. Donc, ce que fait l'implantation cochléaire, elle court-circuite l'oreille externe, l'oreille moyenne et la cochlée. Elle transfère directement le message au niveau des neurones auditifs. Alors, certes, c'est une prothèse, mais pourquoi ne pas s'en tenir à ça? Eh bien, parce que l'analyse fréquentielle, l'écoute de la musique n'est pas satisfaisante. Merveille de la technologie, c'est en réalité, quand on a voulu faire l'implant cochléaire, qu'on a compris comment était traitée la parole au niveau de la cochlée. On s'est aperçu, contre toute attente, qu'il suffisait d'avoir quelques électrodes, 4 électrodes, le patient comprenait 80% des mots. Parce que dans le langage, ce qui est important, c'est justement cette précision temporelle, cette variation d'amplitude extrêmement rapide, et pas tant l'analyse fréquentielle. Donc, nous en sommes là, et l'idée maintenant, avec l'ensemble des données de physiopathologie, physiologie moléculaire que je vous ai montré tout à l'heure, est de passer au développement d'authentiques thérapies. La thérapie, je n'ai parlé que de périphérie. Mais il faut savoir que si vous implantez un enfant qui n'a jamais entendu, au-delà de 4 ans, eh bien, l'implantation cochléaire donnera un succès mitigé. Pourquoi? Parce que derrière la cochlée, il y a bien sûr le cerveau. Et ce cerveau ne va former et stabiliser ces cartes fréquentielles dont je vous ai parlé que sous l'influence des sons qui lui parviennent. C'est Merzeni qui a montré cette chose assez merveilleuse chez le rat. Si on élève des rats dans des conditions standards, au point de vue acoustique, eh bien vous voyez ici, au niveau du cortex auditif, se former les réponses à différentes fréquences avec le code couleur, bleu les plus faibles fréquences, rouge les plus élevées, à partir du, on peut dire, 22e jour après la naissance, alors que la mise en place, l'animal commence à entendre des sons vers le 15e jour, et on a donc une véritable organisation tonotopique du cortex auditif, là, ici, au jour 80. Si l'animal est exposé exclusivement à une bande de fréquence de 4 kHz, il n'y a pas cette carte tonotopique qui se met en place. Vous voyez, essentiellement, ce que l'on obtient, c'est une carte fréquentielle basse fréquence. Si à l'inverse, il est exposé
à 19 kHz, ce qui va être représenté, ce sont surtout les hautes fréquences. Et s'il est exposé à du bruit, là c'est pareil, désorganisation. On est loin de la carte orthophonique. Donc si l'on veut intervenir chez un enfant sourd profond, comme pour l'implantation cochléaire, il va falloir, en termes de traitement, développer des traitements et les mettre en œuvre précocement. On peut dire avant l'âge de 3 ans, même contrainte que pour l'implant cochléaire. Maintenant, pour tous ces développements, nous avons besoin de modèles animaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais le problème est le suivant. La souris qui nous sert de modèle animal modifie ses gènes à volonté, les mêmes gènes que ceux impliqués chez l'homme, commence à entendre, on peut dire à la fin de la 2e semaine de vie. Mais l'homme entend à 4 mois et demi dans le ventre de sa mère. Par conséquent, si on veut pour obtenir des résultats qui vont nous permettre d'intervenir en post-natal chez l'enfant, eh bien, comme on le voit ici, il faut pouvoir obtenir des résultats chez les souris sourdes mutantes par transfert de gènes au moins autour d'un mois de vie extra-utérine. Voilà, alors j'irai pas beaucoup plus loin, juste parce que je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Et bon, je ne vais pas résister à vous montrer le fait que l'oreille interne, c'est cochlée et vestibule. Vestibule, c'est les troubles de l'équilibre. Ceux-là, on sait les faire réverser aisément par transfert de gènes. Vous allez voir ici une souris atteinte du syndrome de Usher de type 1. Le gène défectueux, c'est le gène sens, dont je vous ai montré qu'il maintenait la machinerie de mécanotransduction. Elle ne cesse de tourner. Vous transférez le gène, elle reprend un mode exploratoire normal. Donc réverser une atteinte vestibulaire paraît simple. Réverser les atteintes de l'audition, par contre, c'est plus complexe. Mais au moins dans certaines formes de surdité, nous avons un espoir, en particulier lorsque c'est la cellule ciliée interne qui est atteinte. Nous avons pu observer le transfert au jour 30, en intervenant au jour 30, comme je vous le disais tout à l'heure, le transfert du gène qui code pour la molécule manquante, ici l'autofermine, et la restitution de l'audition, ici chez une souris défectueuse pour ce gène. Là, elle a reçu le gène thérapeutique, 14 semaines, 20 semaines, et maintenant nous avons un recul de plus de 18 mois. Donc c'est sans doute le premier essai thérapeutique qui va être fait chez l'enfant pour réverser une surdité profonde. Je n'irai pas plus loin parce que, encore une fois, je n'ai pas contrôlé véritablement mon temps. Je souhaite remercier tous mes collaborateurs, un peu plus que tous mes collaborateurs, mais pas vraiment d'ailleurs, compte tenu du fait que, d'une part, le labo a quand même une existence assez longue et que nous avons énormément de collaborateurs, en particulier autour du bassin méditerranéen, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Jordanie, au Liban, et à l'heure actuelle en Mauritanie, bon, c'est plus le bassin méditerranéen. Voilà. Donc ceci représente un travail véritablement collectif qui a mobilisé beaucoup d'énergie. Maintenant, l'Institut de l'audition, qui a ouvert ses portes il y a peu de temps, qui a souffert du Covid, qui rassemble environ 130 acteurs, et dont l'originalité est le fait que c'est une vision intégrée du système qui est recherché, qui passe continuellement de ce qui est obtenu chez l'homme, chez la souris, vers l'homme, et qui s'intéresse aux anomalies observées chez l'homme pour essayer de les porter en termes d'interrogation scientifique. Et comme conclusion, j'avais une petite diapositive qui n'est pas tout à fait celle que je cherchais, mais qui visait à poser la question
de l'ancestralité de la machinerie de mécanotransduction, en disant qu'on s'intéresse tout particulièrement à l'anémone de mer, qui a bien une touffe ciliaire, très voisine de la touffe ciliaire auditive, et pour laquelle nous avons pu montrer qu'il y a des liens qui unissent justement ces stéréocyles, et que ces liens sont au moins faits de cadérine 23, responsable du syndrome de Usher, et qui forment ce lien typique dans la coquille. Et ce que nous essayons de faire, c'est de déchiffrer cette fois-ci, pas simplement par voie génétique, mais aussi par voie biochimique, parce que des tentacules d'anémone de mer, on devrait pouvoir en avoir des quantités, et pouvoir faire tomber des complexes moléculaires qui devraient contenir aussi des protéines que la génétique ne révèle pas, parce qu'il y a duplication de gènes, par exemple, ou que le gène en question est essentiel pour la survie de l'animal. Donc, avec ce clin d'œil, je m'arrête là et je vous remercie de votre attention. Donc, vous êtes... Merci. Donc, la séance est ouverte aux questions. Voilà. Allez. Annie? Non. Il y aura des questions sans doute. Si. En fait, on a deux oreilles. Ouais. Est-ce qu'elles fonctionnent de la même façon, cerveau droit, cerveau gauche? Comment et quel le rôle peut avoir deux oreilles en fait, oui, le rôle d'avoir deux oreilles, oui. C'est la localisation de la source sonore. C'est uniquement ça. Comment? C'est uniquement ça. On vit avec une sonorité. Oui. Uniquement ça. Uniquement ça. La localisation. C'est beaucoup, puisqu'on est loin d'avoir compris pourquoi à tous les échanges, à tous les étages, on échange l'information entre ce qui vient de l'oreille droite et gauche. Donc ce que je peux vous dire, c'est en fait ce qui se passe au niveau du tronc cérébral. C'est en gros ce qu'avait mis en évidence Rayleigh, sauf qu'il ne savait pas effectivement que c'était traité. Ce que l'on sait, c'est principalement la localisation de la source sonore, mais beaucoup reste à découvrir, en particulier ce qu'il faut, une fois qu'on a les données moléculaires, la puissance des données moléculaires, c'est qu'elle permet de supprimer l'activité d'un neurone donné et de se poser la question comment ça affecte, qu'est-ce que ça affecte dans le traitement des sources sonores. Merci. Autrement, une petite information sur chacun peut essayer avec son téléphone Android de faire des tests d'audition. Il y a des petits programmes qui existent qui s'appellent tests d'audition et qui sont bien faits, qui varient la fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz et avec des intensités différentes et on reforme la courbe comme ça. Absolument. Vous avez la sensibilité maximale qui se trouve au niveau du langage. Oui, donc on peut tester, c'est facile comme tout avec deux pods là, voilà, pas de problème. Aujourd'hui, on invite beaucoup, enfin ça c'est la tendance actuelle, à l'autodiagnostic, à suivre soi-même son niveau de l'évolution de son atteinte auditive, à se tester. Il y a de plus en plus d'applications disponibles. Si j'ai bien compris, il me semble que la souris, elle a été guérie par une molécule. Elle a été guérie par le gène, elle a été guérie par le gène défectueux qui était responsable de sa surdité et de ses troubles de l'équilibre. Alors, est-ce qu'on peut envisager de guérir papy avec une molécule ou un gène, là, bientôt? Parce que pour l'instant, on n'en est qu'à l'état des souris, si j'ai bien compris. Alors, c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des demandes pour développer des essais cliniques qui sont posés auprès des autorités de santé. Donc c'est dans les mains des autorités de santé, aussi bien aux États-Unis qu'au niveau européen. Je vous rappelle que la vision, qui est vraiment en termes disons, de connaissances, aussi bien au niveau périphérique que central, qu'en termes de thérapie, doit avoir, on peut dire, une vingtaine d'années d'avance, affiche, peut-être pas 20. Peut-être je suis, mais mettons, en tout cas pas moins de 15, ça c'est sûr, parce que quand même, disons, quand je parlais tout à l'heure de la cascade de phototransduction, la phosphodiesterase, tout ça, c'est connu depuis je ne sais pas combien de temps.
eh bien, il y a déjà une molécule qui est acceptée, hein, qui est un gène thérapeutique pour traiter une anomalie rétinienne. Ce ne sont pas les photorécepteurs, c'est l'épithélium pigmentaire. Alors ça, c'est un résultat spectaculaire. Il était tellement spectaculaire que quand l'essai clinique a été fait, l'essai de phase 2, phase 3, à un moment, les autorités de santé ont dit enlever les contrôles, c'est-à-dire les personnes auxquelles on injectait un vecteur sans le gène. Parce que 100% des patients récupéraient. Donc ça devenait véritablement... voilà, ça devenait non éthique en quelque sorte. Regardez ça. Ça, c'est un résultat absolument spectaculaire qui est obtenu aux États-Unis. Vous parliez des vertiges là et que vous aviez des bons résultats pour les vertiges. Au niveau de l'application sur l'homme pour des maladies de Ménière, etc., vous avez des avancées? Alors ça, là, ce dont je vous ai parlé, de troubles vestibulaires dus à une atteinte monogénique. Au niveau de la maladie de Ménière, l'approche génétique étant tellement fructueuse que certains groupes se sont engagés dans la recherche des gènes. On dispose d'un certain nombre de gènes qui, à eux seuls, déclenchent, lorsqu'ils sont inactivés, une maladie de Ménière. Mais dans beaucoup de cas, ce sont plutôt différents gènes qui, à des degrés divers, contribuent au vertige. Pour autant, d'une part, le diagnostic, même s'il n'est pas parfait, génétique, commence à être établi dans plusieurs centres. Et il y a aussi, en parallèle, sont révélés à cette occasion-là, dans une analyse génétique systématique, des maladies qui en fait sont des maladies agrégantes, pour lesquelles on n'est pas en mesure pour l'instant d'arrêter la progression, mais pour lesquelles on voit que on entre maintenant dans une démarche de recherche véritablement active. Il ne fait aucun doute que la maladie de Ménière est en train de monter au-dessus de la pile d'une façon générale. Je pense qu'il y a un gros effort en particulier au niveau européen qui se fait pour en déchiffrer d'abord les gènes et en conséquence les mécanismes moléculaires sur lesquels on pourrait intervenir. Merci. Vous parlez du traitement des enfants à partir de 3 ans. Et je trouve que ça fait tard presque, parce que le langage se développe voilà, à partir de 15-17 mois. C'est sûr. Et il n'y a pas d'essai. Alors aujourd'hui, on implante beaucoup plus tôt. En fait, les premiers essais d'implantation cochléaire ont été faits chez l'adulte. On conseille toujours d'aller d'abord chez l'adulte. Et le résultat était vraiment pas fameux. En tout cas, un adulte qui n'a jamais entendu, qui est sourd profond, l'implantation cochléaire ne fonctionne pas. Et plus ça va, plus on s'est aperçu qu'on avait intérêt à implanter très tôt chez le jeune enfant. On implante maintenant très souvent autour de 6 mois pour utiliser toute cette plasticité, c'est-à-dire pour que son cerveau se modèle en quelque sorte sur les propriétés acoustiques des sons qui passent à travers que vont faire générer l'implant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait avec l'implant cochléaire, on est quand même dans une bonne situation pour approcher la thérapie génique, parce que par exemple ça, c'est très clairement établi par l'implantation cochléaire. Il y a d'autres aspects aussi qui sont établis par l'implantation cochléaire, par le recul que l'on en a. Merci. Une information malheureuse, c'est qu'on a vu que vous avez dit que dans certains pays, un sourd était nécessairement muet. Ça fait quand même. Ah oui, s'il n'y a pas d'implantation cochléaire, on est muet. Alors là, les cohortes de patients qu'on a établies en allant sur le terrain, c'était au début des années 90. Maintenant, justement, on a aidé nos collègues à développer le diagnostic moléculaire, en particulier pour le syndrome de Usher de type 1, un enfant qui est sourd profond et qui doit devenir aveugle est prioritaire pour l'implant cochléaire. Donc là, les choses changent de ce point de vue-là. C'est un des apports très significatifs. Dans certains pays, il y a des pays sur notre globe où
les enfants ne peuvent pas bénéficier de ces traitements. Ouais. Alors, je me suis posé plusieurs fois la question en me disant une fondation là, comme la fondation Gates, ça ne serait pas une fondation approchée peut-être serait-il prêt à faire un effort. Maintenant, une question plus technique. J'ai vu que les cellules sensorielles sensibles à une fréquence donnée, par leur position dans le côtelette, transmettent leur signal dans le neurone comme des spikes, pas des signaux électriques, qui sont des pics, des spikes, qui se propagent. Qui se propagent. Mais donc, à peu près, comment distinguer ensuite, comment le cerveau distingue ces différents types de spikes? Comment la fréquence se transmet par des cycles, des successions de spikes de ce type-là? Alors, au niveau cérébral, on va donc garder les cartes fréquentielles avec une information qui va être de type temporel pour les basses fréquences et de position, comme elle est pour l'œil, parce que la position tout le long. Voilà. Alors maintenant, alors, ce qu'il faut bien voir, comment le cerveau analyse ces successions de pics? Alors, lui, ce qu'il va à nouveau extraire de ça la notion de fréquence. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir en complément, parce que j'ai présenté quand même une version très simplifiée, temps, fréquence, etc., décodage extrêmement fin, mais le cerveau sait faire autre chose. Il sait extraire aussi des régularités. Et ça, c'est complètement lié à l'évolution. Par exemple, la perception de la pluie, du crépitement d'un feu, d'un animal qui marche sur un tapis, etc. Tout ça, c'est pas du tout de l'analyse point par point, c'est une analyse des régularités statistiques. Voilà. Donc, je veux dire, on est loin avec... en tout cas, je ne voudrais pas vous donner le sentiment que tout se réduit à une approche extrêmement fine que tient la copie. Oui, il y a aussi ce qui se fait dans le cerveau. Une mémoire. Ouais. Alors après, et surtout, il doit se mettre sous une forme où il va pouvoir intégrer, se combiner à d'autres informations sensorielles. Donc là, il y a forcément un code commun à trouver. Mais dans les avancées, il y en a qui essaient aujourd'hui, par exemple, d'implanter directement au niveau du cortex occipital, qui est le cortex visuel. Ça, c'est pour le visuel, mais au niveau du cortex temporal pour l'auditif. Et l'idée, c'est, en fait, vous faites exprimer dans les neurones ce que l'on appelle des canaux ou des ponts pioniques qui sont sensibles à la lumière, et vous venez, dans l'implant cochléaire, donc vous décodez le son, vous transformez en un message électrique, là, vous le transformez en un message lumineux, et vous allez placer des LED au niveau du cerveau qui vont venir stimuler directement les neurones. Alors bon, pour l'instant c'est un peu de la science-fiction, mais il y a quand même du monde qui s'y intéresse. Et des maladies du nerf optique, ça existe, du nerf auditif aussi, des maladies des nerfs auditifs? Oui. Alors généralement c'est dans des contextes quand même multisensoriels, où il y a par exemple d'autres atteintes sensorielles, voilà. Mais il y a effectivement, alors par exemple c'est le cas par exemple de la myéline, on a ça aussi dans la taxie de Friedreich. Évidemment, ce n'est pas au premier plan, puisque là, le pronostic vital est engagé, mais il y a des atteintes auditives qui sont dues à la désynchronisation des messages neuronaux. Il y a aujourd'hui, pour ces neuropathies auditives, on connaît une douzaine de gènes. Alors, tantôt, ça va être la cellule ciliée interne, la synapse de la cellule ciliée interne, la post-synapse du neurone auditif, le prolongement derrière la synapse qu'on appelle la dendrite, le corps cellulaire ou l'axone, tout ça se monte en cible. Donc bien après la cellule sensorielle. Voilà. Question? Il y a toutes les atteintes, depuis l'atteinte purement mécanique sur on appelle sur la touffe. Oui. Alors là c'est spectaculaire, les déformations de la touffe. Et puis alors il faut bien voir quand même en particulier, ce qui est aujourd'hui, qui consomme beaucoup d'énergie, c'est moins l'analyse fréquentielle qui correspond plus à l'analyse musicale que l'analyse temporelle en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans l'autisme, il y a par exemple des troubles
auditif qui porte justement sur des anomalies de codage de ces indices temporels, par exemple. Dans le bégaiement aussi, enfin, il y a tout un... En fait, on rentre dans une chaîne. Hein. Plus on progresse au niveau central. J'ai eu l'impression que c'était purement mécanique, c'était des touffes qui sont... ça c'est vraiment... qui se gelaient, qui se bloquaient l'une à l'autre, qui collaient. Alors, on les maintient, c'est maintenu par des liens, de façon à ce que ça soit une ouverture, coordonnée. Et en fait, ce qu'on a trouvé, nous, c'est dans une forme de surdité qui n'atteint que les cellules ciliées externes. Donc, vous entendez, mais au-delà de 70 décibels, puisqu'il n'y a pas d'amplification. Eh bien, on a trouvé à quoi servait on a trouvé que le gène codait pour des liens. Et ces liens font qu'ils solidarisent les stéréocyles entre eux et qui s'ouvrent un peu comme un jeu de domino, d'où cette forme de sigmoïde totale que je vous ai montré tout à l'heure. Et la maladie, c'est alors des cils qui collent les uns aux autres? Comment? Des cils qui collent les uns aux autres? Alors, ça existe aussi. On peut dire que tout existe. Une mauvaise orientation, ça colle, ça se sépare, ça n'a pas la bonne hauteur. Et puis tout est intégré, c'est-à-dire que l'intégration est telle que c'est la mécanotransduction, c'est-à-dire l'ouverture du canal qui fait rentrer les cations, qui contrôle la taille elle-même des stéréocytes. Donc il y a des mécanismes de rétrocontrôle qui sont complexes. Et ce que vous avez dit là par rapport à l'anémone, oui. Alors je ne sais pas... Pourquoi l'anémone? Bon, voilà. Ici, l'anémone de merde, mais je pensais pas. Mais je n'ai pas retrouvé ma diapositive. Alors on travaille avec un groupe de Nice, justement en se disant... Bon, d'abord, c'est toujours intéressant d'aller sur des systèmes plus primitifs. Ouais. Hein, et là, surtout, on pourrait faire normalement de la biochimie. Puis aussi, l'évolution est intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a gardé, voilà, comment on a sélectionné au cours de l'évolution telle molécule plutôt que telle autre. Donc, on s'est engagé là-dedans en espérant pouvoir faire de la biochimie de ça. Voilà. Et si on compare les différentes entre espèces, est-ce que l'espèce humaine a des avantages dans le domaine de l'audition? Alors, en termes de sensibilité, tout à l'heure j'ai dit, bon, c'est complètement top. Mais en fait, si on regarde tous les systèmes sensoriels, ils ont tous évolué au maximum. C'est-à-dire que vous pouvez détecter un photon. L'évolution a vraiment bien travaillé dans la sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait comme avantage? Alors, il faudrait pouvoir en fait avoir pour chacune des espèces, ça devient très difficile chez l'animal, hein, de pouvoir dire quelle est la discrimination temporelle, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas chez l'animal. Alors, le problème plutôt que l'on a, c'est que la souris entend des hautes fréquences, beaucoup plus que l'homme, et c'est difficile d'avoir un modèle animal de l'oreille humaine. Alors, ce que certains utilisent, c'est la gerbille, le cobaye. Mais le problème, c'est que ces animaux sont quasiment pas génétiques. C'est-à-dire que chez la souris, on a tout ce qu'on veut. Tous les gènes ont été mutés, quasiment. Hein, donc c'est un petit jeu de je te prends ça, je te mets ça, etc. S'il faut tout redévelopper chez un autre animal, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de faire, en quelque sorte, parler plus ce qui se passe au niveau humain, être beaucoup plus critique sur la valeur des examens. Et puis aussi, il y a une autre façon maintenant d'aborder la malentendance. Un audioprothésiste, il va voir que vous avez un seuil altéré, par exemple, sur les hautes fréquences, une intelligibilité dans le bruit qui n'est pas bonne, de la parole dans le bruit qui n'est pas bonne, une localisation de la source, etc. Et aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit vous dire, voilà, vous avez ci et ça, qu'est-ce qui pour vous est le plus important, qu'est-ce qui devrait être en quelque sorte réparé en priorité. Donc, à partir de là, je pense qu'on va avoir affaire à une médecine, d'abord qui va plus être une médecine du seuil, beaucoup plus une médecine de la perception, et dans laquelle le malentendant est impliqué. Puis alors, il y a les efforts que l'entourage doit faire, aussi, parce que le problème, c'est que la malentendance, elle convoque aussi l'entourage, qui est prié de ne pas mettre la main dans la bouche, de ne pas tourner le dos quand il parle, de faire attention à ce que les portes sont bien ouvertes, qu'il n'y a pas de bruit intercurrent, etc. Et les acouphènes, c'est
Alors, les acouphènes. Les acouphènes, c'est le fait d'entendre des sons qui n'existent pas, que l'on appelle des sons fantômes. Alors, ce qui est établi, c'est que si vous avez une perte auditive sur une bande de fréquence donnée, notre acouphène, en règle générale, est situé à la même fréquence. Donc ça, c'est ce qui lie perte auditive et acouphène. Et de façon pratique, l'appareillage aide, parce que l'appareillage va pouvoir, soit en jouant en essayant d'étendre en quelque sorte, de combler ce trou par la stimulation, va pouvoir corriger en partie les acouphènes. Alors les mécanismes des acouphènes, il y a énormément d'hypothèses. Je ne suis pas une spécialiste des acouphènes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaie d'avoir une structure hospitalière qui s'appelle la BHU, associée à notre institut. Et qu'un des objectifs, c'est justement de s'attaquer aux acouphènes. Il y a 10% de la population qui souffre d'acouphènes. Avec des acouphènes soit qui sont bien tolérés, soit au contraire des acouphènes qui sont un véritable problème. Alors il y a aussi des pulsations dans l'oreille que les gens appellent acouphènes, mais c'est pas le plus souvent. Enfin, l'hypothèse qui prédomine, c'est l'idée de se dire que, en rapport avec la perte auditive, vous avez une région cérébrale qui ne reçoit plus d'informations. Eh bien, c'est comme quand on vous a coupé un membre, vous continuez à percevoir. Voilà, c'est ça qui prédomine. Exact ou pas, je ne sais pas vous dire. Une autre séance pour la Bon. Une question. Une question simple. Au début, vous avez parlé que les jeunes actuellement, à cause de la musique trop forte ou d'une exposition trop forte au son, vont perdre de l'audition. En fait, ça atteint quel niveau de l'oreille en termes de la cochlée? Alors là, je ne parle que de l'oreille interne. Je n'ai pas parlé du tout de l'oreille moyenne, etc. C'est l'oreille interne, c'est la cochlée. Oui. Et les neurones qui sont en cause. En particulier, les neurones qui ont justement ce seuil élevé, qui répondent exclusivement à des intensités fortes et dont l'épreuve de seuil ne va pas mettre en évidence leurs défauts, puisque ce sont d'autres neurones qui répondent à des intensités basses, sont particulièrement vulnérables aussi. Mais ça dégrade ça dégrade, et alors, c'est pareil. Alors, si on va par exemple au trompe, alors ça c'est un des éléments. Surtout, ce qui se passe, c'est que vous sortez de boîte, vous avez l'impression justement d'avoir des acouphènes, etc. Vous allez voir votre audioprothésiste, il vous dit revenez dans 8 jours, on verra où on est votre seuil auditif, et puis il vous dit il n'y a pas de problème, le seuil auditif est bon. Le seuil auditif est bon, mais pour les raisons que je vous ai données tout de suite, mais derrière s'engage un processus de neurodégénérescence neuronale qui, passé, lorsqu'il porte sur un grand pourcentage des neurones, progresse inexorablement. Donc c'est une dégénérescence neuronale en fait. C'est une dégénérescence neuronale. De la synapse d'abord. Du fait de la stimulation trop forte. Comment? Du fait de la stimulation trop forte. Du fait de la stimulation trop forte. Le système, alors je ne vais pas commenter ça, un magnifique système, vraiment, qui emballe les physiciens, les meilleurs, je veux dire, se sont penchés sur le problème. Vous avez dit les obstacles avec le petit nombre de cellules, bon maintenant c'est contourné, mais il reste cette hyper-vulnérabilité. C'est incroyable à quel point la cochlée est vulnérable. En particulier, son agresseur principal est le bruit. Merci. Et l'âge. Voilà. C'est une dégénérescence naturelle, ça. Le traumatisme acoustique, vous voulez dire. Alors, dans les armées, c'est le deuxième poste en France, c'est le premier aux États-Unis, en raison des explosions, etc., sur les terrains. Ça peut briser le cochlée. Absolument. Et on travaille, nous, avec l'armée pour essayer de comprendre en quoi ça consiste, en quoi consistent ces traumatismes, essayer de trouver des biomarqueurs au niveau circulant qui seraient capables de nous dire si on a eu une liste de certaines cellules ou non, si on a des réactions inflammatoires, s'il faut les maîtriser ou au contraire les laisser courir, etc. Il y a énormément à faire.
C'est un peu le problème de ce sujet, dans ce domaine, c'est un domaine magnifique, mais il n'y a vraiment pas assez de scientifiques dans ce domaine. Je pense que c'est la difficulté expérimentale qui rebute. Peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter. Merci beaucoup en tout cas. Donc, nous avons fait ça les étapes suivantes, la production de la voix, la production du son, des gens aptes. Il n'y a pas de